Qu'est-ce que l'inclusivité? Un manuel doit-il être écrit en écriture inclusive? Comment être inclusif quand on est prof de FLE? Avec Amandine Kettel, prof, formatrice et conceptrice de manuels, nous allons parler de ce sujet dans cette vidéo de Vision FLE. Bonjour Amandine et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Stéphanie, merci beaucoup à toi. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas? Oui, donc je suis Amandine Kettel, professeure de FLE, c'est la base de mon travail. J'ai beaucoup enseigné dans les pays hispanophones et un peu anglophones aussi, dans des alliances françaises, au Mexique par exemple, à Sainte-Lucie, qui est une petite île des Caraïbes, juste à côté de la Martinique. Et en institut français en Espagne, enfin, bon, j'ai fait plusieurs endroits comme ça. Et depuis quelques années, j'ai un peu j'ai dévié du métier puisque je me suis mise à mon compte, je suis rentrée en France et je fais différentes choses en fait. Je travaille beaucoup avec une maison d'édition, donc je collabore dans l'écriture de manuels de FLE pour les ados et pour les adultes. Je fais aussi beaucoup de formations pour les professeurs de FLE. Que ce soit à mon compte, pour les instituts français, les alliances françaises, les ambassades, les universités, enfin plein de types de publics différents. Je travaille beaucoup avec France Éducation Internationale, par exemple, avec TV5 Monde. Ah oui, Et quand même. de... TV5 Oui, Monde, je ne le savais pas. ah, tu vois. Enfin, je suis formatrice labellisée TV5 Monde, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. Comme le jambon, on a un label. Le genre. Voilà. Et depuis, je crois que ça fait enfin, c'est notre deuxième année, on a monté un petit collectif avec deux autres formatrices, dont Adélaïde Tilly, que tu connais, puisque j'ai vu qu'elle était passée aussi en interview, j'avais regardé la vidéo, et Anne Mokaer, qui est aussi une formatrice. On a monté les Fabuleuses du FLE, qui est donc on appelle ça un collectif parce qu'on n'a pas de statut particulier d'un point de vue administratif, donc on a décidé de s'appeler collectif. Et donc on essaye de se regrouper, enfin, on se regroupe, on mutualise nos compétences, parce qu'on a des domaines très complémentaires de formation, de public, etc. Et de compétences en général. Et du coup, voilà, on a monté la fabuleuse semaine du FLE, la fabuleuse journée du FLE, la fabuleuse newsletter du FLE. On se démultiplie au fur et à mesure. Et la Voilà. prochaine étape, ça sera la fabuleuse quoi? Bah, on sait pas trop, on y réfléchit. On aimerait bien essayer de proposer des ressources pédagogiques un peu, donc la fabuleuse fiche pédagogique. Je sais pas, on va trouver un nom plus vendeur. Mais ouais, on y pense déjà à faire des choses un peu comme ça. Enfin, on a 10 000 idées, il faut juste avoir le temps et l'énergie pour tout faire. Voilà. Waouh, super. Mais est-ce que tu Voilà. continues à donner des cours de FLE quand même Eh ben non, en fait, j'ai plus le temps. Au début, j'arrivais à continuer à avoir quelques cours particuliers parce que des cours en groupe, c'était trop compliqué. En plus, avant le Covid, je trouve que les cours en groupe, c'était pas forcément évident en ligne. Les gens étaient pas forcément prêts à le faire. Cours particuliers, oui. Cours en groupe, moi, je connaissais pas vraiment avant le Covid, je veux dire, en ligne. Et donc j'avais quelques élèves et en fait on n'arrivait pas à caler nos agendas parce que j'étais tout le temps en déplacement. Eux aussi avaient des soucis. Donc j'ai fini par, enfin, j'ai plus d'élèves vraiment maintenant. On peut pas tout faire en fait malheureusement. Donc j'aimerais bien d'ailleurs trouver un moyen de pouvoir de temps en temps faire. Allez, je me dis pendant 3 semaines, je fais un cours intensif avec quelques élèves pour continuer à avoir un pied dans les classes parce qu'au bout d'un moment on oublie un peu la réalité de ce que c'est. Ouais. Donc je suis toujours à la recherche d'idées comme ça pour faire des choses comme ça. Voilà. Donc ça te manque un petit peu aussi quand même de Ah donner oui, cours. il y a quand même le contact avec les élèves, c'est chouette. Alors je retrouve quand même beaucoup de similitudes avec les profs de FLE étrangers, parce qu'en fait on a un peu les mêmes échanges aussi qu'avec les élèves, les échanges culturels, parce que moi c'est ça que j'adore dans notre métier en fait, c'est qu'on en apprend autant que les élèves, on apprend tellement de choses sur leur manière de vivre, de penser, qu'est-ce qu'ils lisent, qu'est-ce qu'ils écoutent, enfin tout en fait, qu'est-ce qu'ils mangent, on parle beaucoup de bouffe quand même. Ouais, Donc toi aussi, non? ouais, la bouffe, on en parle beaucoup. C'est la base, hein. On a ça en commun dans tous les pays, dans toutes les cultures. Donc ça, j'avoue que je retrouve ce côté plaisir de l'échange avec les profs qui viennent de partout et qui travaillent dans plein de pays, qui soient d'ailleurs francophones natifs ou pas, parce qu'il y a aussi beaucoup de comme toi en fait, francophones qui travaillent après dans d'autres pays. Donc c'est intéressant d'avoir leur regard aussi sur la vie locale. Donc ce côté-là, je trouve que je l'ai pas trop perdu. Mais après, vraiment, le côté enseignement de la langue, je m'en éloigne en fait, même si c'est toujours un sujet. Enfin,
Ouais. Je m'en éloigne sans vraiment trop m'en éloigner, mais quand même un peu. Et tu trouveras une solution, j'en suis sûre. Oui, oui, oui. Après, pendant le Covid, je pensais d'avoir trouvé des idées, puis finalement, le monde reprend un autre rythme. Enfin bon, bref, je vais trouver. On a confiance en toi. Ouais, il faut que je trouve le temps, surtout. Oui, aussi. Et pourquoi tu as décidé d'être prof de FLE, après formatrice, après conceptrice de manuel? Alors, prof de FLE, vraiment, l'origine, c'est Erasmus. Ok. Une année d'études à l'étranger, rentrer en France et se dire comment on fait pour repartir, en fait, concrètement. Ah, tu voulais déjà Euh, repartir en fait. Tu ouais, voulais voyager. ouais, c'est clairement ça. Comment on fait pour repartir tout en gardant ce côté multiculturel, échange, enfin vraiment depuis le départ, moi c'est ça que j'ai trouvé génial en fait. C'était déjà le cas quand on fait une année d'études à l'étranger, souvent on habite en coloc, souvent on se retrouve avec plein de nationalités différentes. Et voilà, et c'était comment essayer de retrouver cette ambiance où on apprend plein de trucs, où on partage aussi soit sa propre culture, etc. Et du coup, petit à petit, par diverses expériences, etc., j'ai découvert le FLE. Donc personne ne m'avait jamais parlé avant, je savais pas que ça existait. Ben, je pense comme beaucoup d'entre nous, c'était un peu la surprise de dire ah mais donc ça s'appelle FLE, d'accord. Ah et en fait il y a un master dans ma propre université, mais c'est hyper bien. Donc voilà. Donc c'était vraiment ça la base. Et puis l'histoire de dévier un peu et d'arriver à être formatrice, c'est en fait, quand j'étais prof à l'Institut français de Bilbao, j'étais aussi coordinatrice pédagogique et du coup, j'ai eu l'occasion de suivre, moi, des formations en France, au CAVILAM, par exemple, et au BELC de France Éducation Internationale, qui m'ont en fait donné des clés pour devenir à mon tour formatrice, en fait. Donc, en étant à Bilbao, j'ai commencé à donner des formations pour TV5 Monde, justement, dans tout le nord de l'Espagne, sauf la Galice. Je sais que tu es en Galice, sauf la Galice. On m'a pas envoyé si loin parce que c'est compliqué d'arriver en Galice. Il n'y a pas de Ouais, transport. c'est vrai, je dois C'est l'avouer. vrai. J'ai C'est voyagé, pour ça que les gens ils vont à pied. Voilà, ils font le chemin de Saint-Jacques, quoi. Ouais. Donc j'ai fait plein de formations comme ça et j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça chouette. Les gens avaient l'air d'apprécier aussi. Les profs avaient l'air de dire que ils apprenaient, qu'on construisait des choses ensemble et tout. Donc voilà, petit à petit, en rentrant en France, bon, la situation du flux en France est toujours un peu plus compliquée pour avoir un vrai contrat avec des conditions à peu près correctes, etc. Donc voilà, une chose en entraînant une autre, j'ai fini par me lancer à mon compte et à faire ça. Voilà. Ok. Et c'était une vocation pour toi d'être prof? Je pense, ouais, je suis née dans une famille de profs. Mes Ah oui. parents sont profs, ma tante est prof, ma grand-mère est prof, était prof. Ah oui. Ouais. Donc il y a juste ma génération où on a un peu dévié, et encore, il y en a plusieurs qui avons un peu un pied quand même dans l'enseignement. Moi, j'ai pas complètement dévié, c'est juste que j'ai quitté l'éducation nationale. Enfin, j'ai pas quitté, j'y suis jamais allée, à part en tant qu'élève, mais j'ai rompu le cycle, et je suis pas dans l'éducation nationale, mais oui, je crois que c'était un peu quand j'étais petite, je me disais, je voyais pas d'autres solutions en fait. Je voyais pas de quand on me demandait tu feras quoi quand tu seras grande. C'était forcément prof, mais je me disais prof de sport parce qu'il n'y a pas de copies à corriger, parce que je voyais mes parents passer leur week-end entier à corriger des copies. Et en fait, après, je me suis rendu compte que j'étais pas hyper sportive, donc prof de sport, ça n'irait pas. Ouais. Puis voilà, prof de FLE, c'est pas mal. Il y a quand même moins de copies à corriger qu'à part en période de DELF ou des choses comme ça. On a quand même, je trouve, un peu moins. On n'a pas des paquets de copies comme peuvent avoir mes parents. Bah oui, ouais, c'est vrai. Les périodes de Delphes, bon, c'est février, juin, septembre, Oui, ça, il y octobre. en a comme 2, 3, 4 dans l'année. Et puis on le sait, en fait, on le sait à l'avance. On sait qu'on va s'y attaquer et voilà. Mais c'est pas du quotidien comme je pouvais voir ma mère qui se trimballait partout avec son paquet de copies. Et tu Bon. t'imagines enseigner à des adolescents? C'est un public que je connais un peu moins que les adultes, mais je l'ai fait aussi à l'Institut français et à l'Alliance française aussi, pardon, un peu partout. Mais c'est vrai que je préfère les adultes, en fait. C'est plus facile dans un sens parce qu'on est d'égal à égal, un peu, en fait. Les adolescents, ça évolue tellement, enfin, il faut toujours se remettre, savoir un peu ce qui leur plaît, et chaque année ça change, chaque génération ça change. Donc il y a ce côté un peu plus, j'allais dire challenging, parce que je sais pas toujours comment on dit ça en français. C'est Défiant? plus défiant, ouais, mais bon, personne ne dit Ouais. ça clairement. Ouais. Mais c'est hyper intéressant aussi quand on arrive à allumer un petit truc dans l'oreille et qu'ils arrivent à se passionner un peu pour quelque chose, parce que c'est quand même un sacré défi
de les motiver, parce que clairement, juste physiquement, les hormones, tout ça, c'est compliqué de se motiver pour faire quoi que ce soit, en fait, à part des trucs avec les copains. Donc, L'âge c'est un bête, côté quoi. intéressant. Ouais, voilà, mais on y est tous passés. Hein. Bah oui. Et les adultes, ils ont envie vraiment d'apprendre le français. Enfin, ils sont là parce qu'ils ont envie. Les Ouais, adolescents, c'est c'est ça. pas forcément par envie, c'est par obligation généralement. C'est les parents, ou c'est simplement parce C'est que c'est la l'école. matière à l'école. Ouais. Les parents Ouais, aussi, oui, peut-être comme cours particuliers, s'ils ont des problèmes, ou s'ils veulent qu'ils améliorent leur langue, la langue française, etc. ouais, bah souvent dans les instituts français, les alliances françaises, là où moi j'ai travaillé, c'était les parents, clairement. C'était Oui. très rare qu'on ait des élèves qui viennent par choix. Il y en avait, hein, il y en avait toujours un dans un groupe, mais qui viennent vraiment parce C'est qu'ils ont le une seul, passion. quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, ils tiraient un peu les autres en disant mais si, c'est chouette. Mais bon, Ouais. c'est plutôt aux profs de trouver les bonnes activités, les bons supports, les bonnes thématiques qui vont les intéresser. Ok. Et quels sont les avantages et les inconvénients d'être prof selon toi? Alors ça, Prof de FLE. prof de Attention. FLE, bah, comme le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est ce que je te disais au départ, c'est le côté échange et rencontrer plein de Ouais. gens différents. Alors si on parle d'enseigner à des adultes, rien que ça, on peut aller faire des cours en entreprise, on peut rencontrer des gens qui travaillent dans plein de domaines, qui ont eu des vies complètement différentes des nôtres, qui viennent de pays complètement différents. Enfin, vraiment ce côté, on a comme une... En plus, l'avantage du cours de langue, c'est que l'objectif, c'est de parler. Donc on peut parler d'un peu de tout ce qu'on veut, en trouvant à chaque fois notre objectif pédagogique, etc. Mais n'importe quel prétexte est bon à travailler, en fait. Donc moi, j'aime beaucoup faire parler mes élèves. Et en fait, au bout d'un moment, ils se rendent même plus compte qu'ils sont en train de travailler un point de grammaire précis que moi j'ai en tête, parce qu'en fait, ils sont en train de me parler avec passion de leur métier, ou de leur sport favori, ou de leur artiste. Oui. Bon, bah ça va, tu vois, maintenant tu sais utiliser le passé compté. Ah bah oui, ah bah en fait c'est vrai. Et ça c'est chouette, en fait, quand ils ont oublié qu'ils étaient en train d'étudier. Donc ça, c'est vraiment le premier avantage que je vois. Après, ça dépend aussi beaucoup de la situation, du type de contrat qu'on a. Enfin, je veux dire, je parle pas d'un point de vue financier, parce qu'on pourrait rentrer dans un grand débat, mais plutôt, est-ce qu'on travaille à son compte et qu'on peut s'organiser un peu comme on veut ou pas, ou qu'on travaille pour une école, et dans ce cas-là, les avantages, ça peut être aussi des vacances. Enfin, en tout cas, moi, là, quand je travaillais à l'Institut français, on avait une grosse période de coupure en été qui était quand même chouette, qui n'est pas donnée à toutes les professions. Enfin, ouais. Inconvénient, j'ai pas donné d'inconvénient. Il y en a pas trop. Bah, si, en fait, si, il y en a. C'est le seul, c'est un des seuls métiers où on ramène du travail à la maison. Et il y a beaucoup de travail invisible, en fait, qui n'est Non, pas mais du tout justement, valorisé par le public. Pardon, j'ai vu un truc sur Internet ces jours-ci, c'était ça en fait. Être prof, c'est travailler pendant ses heures de travail, travailler en dehors de son travail, ramener du travail à la maison pour travailler. Enfin bref, c'était un truc comme ça, Oui. avec le mot travail répété, répété, répété. Je l'ai vu aussi et je l'ai forcément envoyé à mes parents parce que c'est ça. Ils ont dit, ah, c'est exactement ça. Bah oui, c'est Ouais. ça. Et avantage et inconvénient d'être formatrice, c'est un peu les mêmes ou... Ouais, c'est un peu les mêmes. Moi, je trouve que c'est vraiment un peu le même boulot. C'est pour ça que quand tu me disais si ça me manquait les élèves, alors oui, ce que je te disais, ça me manque un peu, mais j'ai pas l'impression d'avoir vraiment lâché le truc non plus. Donc les avantages pour moi, c'est les mêmes. Il y a un côté aussi qu'on réfléchit beaucoup à sa propre pratique, ce qu'on n'a pas forcément le temps de faire quand on est prof, parce qu'on est dans le jus, comme on dit, dans le Dans le bain. quotidien. Dans le bain, ouais, c'est ça, dans le bain, dans le jus, il y a beaucoup de liquide dans cette expression. Donc on n'a pas forcément le temps de le faire, et le fait de créer les formations, ça nous oblige à se poser, en fait, à se dire, ok, donc on a l'habitude de faire ça, 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 comment est-ce qu'on pourrait le faire mieux, plus efficace, comment est-ce qu'on pourrait varier les plaisirs, varier les supports, essayer d'introduire des nouvelles techniques, etc. Donc ça me plaît beaucoup. Et aussi de voir en fait les profs qui tout d'un coup se disent ah mais j'avais jamais pensé à ça, mais c'est trop bien, je vais le tester dès demain avec mes élèves, et d'avoir après leur retour dit bah effectivement j'ai testé, enfin ouais, il y a un côté très concret, parce que quasiment tous les profs à qui je donne des formations sont en exercice, sont en activité, c'est pas des futurs profs, donc ils savent exactement ce dont ils ont besoin, et quand on leur parle, ils savent exactement ce qui va fonctionner ou pas, comment l'adapter. Enfin, il y a un côté très concret. On fait pas de la enfin, il y a toujours un peu de théorie pour comprendre certaines choses, pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire ça ou pas ça. Mais il y a quelque chose de très très concret
qui est mis en place tout de suite dans les classes, etc. Donc ça, pour moi, c'est intéressant. Et dans inconvénient, je viens de penser à une chose, c'est rare de suivre des profs sur plusieurs formations, en fait. Contrairement aux élèves qu'on peut vraiment suivre pendant plusieurs années, etc. Et bon, les réseaux sociaux sont en train de développer un peu ça, parce qu'on crée un peu comme une espèce de petite communauté de profs. Enfin, sur Instagram, on voit bien, il y a plein de profs de FLE qui sont hyper actifs, qui font plein de choses, toi la première. Et donc, c'est chouette, en fait, parce que ça permet de garder un peu le contact et de voir ce que font les profs. Parce que sinon, bah, on les voit pendant un nombre d'heures précis, et puis bah, après, on ne sait pas ce qui se passe dans leur classe, et on n'a pas forcément l'occasion de les revoir, surtout quand c'est à l'autre bout du monde. Donc ça peut être le petit inconvénient. Il n'y a pas des suivis de formation en C'est ligne ou rare, autre? hein. C'est rare. Franchement, c'est rare que les postes mettent ça en place. Ce serait bien, mais bon, Oui, c'est ça pas serait bien, forcément évident parce que comment ils ont évolué dans leur progrès dans leur classe, quoi. Enfin, s'ils ont mis en place certaines choses, si ça a fonctionné ou pas, par exemple. bah, nous, c'est ce qu'on fait avec justement les Fabuleuses du FLE dans nos formations parce que justement, on a envie de ça en fait. On a envie de créer un vrai lien. Donc, on a toujours plusieurs parties de la formation à différents moments en fait. Et justement, on s'est dit, parce qu'on vient de faire notre fabuleuse journée en octobre là, et on s'est dit que une des choses qui manquait, c'était comment rester en contact avec tout le monde et que tout le monde reste en contact avec tout le monde, ceux qui ont envie en tout cas, pour pouvoir continuer en fait. Parce que déjà, on avait prévu plusieurs moments, mais il n'y avait pas quelque chose de sans limite de date en fait. Donc on est en train de réfléchir à un système, un genre de forum ou quelque chose voilà, qui permettrait déjà par écrit de faire un peu un suivi, quitte à après reproposer des rendez-vous, des choses comme ça. Enfin, on peut... Mais c'est vrai que c'est un des points, moi, qui me semble un peu frustrant pour moi, parce qu'on fait plein de choses pendant 10, 15 heures, 20 heures avec des profs, on est à fond, et ouf, hop, ils disparaissent dans la nature. Ouais, c'est triste. Donc, ouais, À voir. à voir si on trouve des solutions à remédier. Ok. S'ils regardent cette vidéo, bah, Si voici vous avez des proposer des solutions. suggestions, ouais, Voilà. écrivez un Et commentaire. voilà, sous la vidéo, laissez des commentaires. Et par rapport au métier de conceptrice de manuel de FLE, quels avantages et inconvénients il y a? C'est Alors, pas avantage, c'est pas dans le temps en fait, c'est ponctuel, je pense, non? déjà pour moi, l'avantage, c'est de se rendre compte de ce que c'est que de fabriquer un manuel de FLE. Parce que pour le coup, c'est ça que j'ai fait, moi, c'est d'être autrice de manuel de FLE. Parce que quand on est prof, à chaque fois qu'on reçoit des nouveaux manuels, on se dit ah ouais, c'est pas mal. Bon, on ouvre et puis on dit ah c'est beau, c'est un peu moche. Ou c'est ah ouais, c'est pas mal, mais j'aurais pas fait comme ça. On est C'est très toujours comme ça. critique en fait. Et oui, bien sûr, et c'est normal parce qu'on sait exactement ce dont on a besoin et ce qui va fonctionner avec nos élèves, etc. On sait. Et en fait, quand on fabrique un manuel, enfin moi, quand on m'a proposé la première fois de faire partie de l'équipe des auteurs, etc., je dis ah, c'est génial, j'ai plein d'idées, je vais mettre plein de choses en place, on va révolutionner les manuels de FLE. C'est pas si facile. Il y a plein d'obstacles. Donc l'avantage, et en même temps c'est un inconvénient, c'est de se rendre compte de tous les paramètres qui entrent en jeu. Genre, déjà, il faut que ça rentre sur la page, tout simplement, physiquement. Il faut Aussi, ouais, que, c'est vrai. voilà, sans que ce soit un truc trop lourd, parce que justement, sinon, après, on ouvre et on fait « Oh, c'est moche, pouf !» et on passe dans notre manuel. Donc, il y a déjà ça. Après, il y a l'histoire des droits d'image, des droits d'auteur, en fait, des droits à l'image, parce que souvent, on dit « Ah, ce manuel est moins bien, il n'y a pas beaucoup de documents authentiques. » En fait, il y a une sacrée problématique de droits. Déjà, c'est un budget colossal de payer des droits à tous les autres, ce qui est normal, hein. Moi-même étant autrice maintenant, je me dis heureusement qu'on paye les droits, mais c'est un énorme budget, et puis il y a beaucoup d'auteurs qui refusent en fait. Alors quand je dis auteur, c'est créateur en général, artiste, youtubeur, enfin tout type de documents, il y en a qui refusent, donc quand nous on a trouvé le document trop bien, qu'on aimerait trop pouvoir mettre dans le manuel, etc., bah, en fait il y a l'éditeur qui nous dit bon bah en fait celui-là on n'a pas pu l'avoir. Et c'est compliqué de trouver le document authentique qui va bien aller pour telle séquence, pour travailler tel objectif pédagogique, etc. Donc, c'est à la fois très intéressant de se rendre compte de ça, et inconvénient, il y a plein d'obstacles. En fait, c'est hyper compliqué par rapport à créer soi-même son petit cours de son côté, où on s'en fiche un peu des droits d'auteur, en fait, parce que bon, on fait ça entre un élève et nous, dans une classe, enfin, on est moins regardant, je pense. Donc voilà. Mais en même temps, à la fin, quand on arrive quand on voit le produit fini, quoi, le bouquin,
Si on a travaillé avec une bonne équipe, franchement, ça donne des choses très chouettes parce qu'on est plusieurs cerveaux à réfléchir pendant des mois à créer la meilleure séquence pédagogique avec quand même des moyens, quelqu'un qui fait une super mise en page et qui réfléchit, qui a une vue d'ensemble. Enfin, pour moi, tous les manuels auxquels j'ai participé, je suis hyper contente du résultat. Moi, j'en ai un et j'aime bien. Donc, Ouais, bon bah, tu vois, ça marche. C'est celui du niveau plus. voilà. Moi, Pas de publicité, mais oui. c'est celui dont je suis le plus fier, je dois avouer. Je suis J'aime vraiment bien les contente de ce qu'on a fait. thèmes, ils sont actuels et tout ça. Et Bah, on j'aime a bien. pu faire ce qu'on voulait, en fait. Là, pour le coup, au niveau des thématiques, je parle de beaucoup d'obstacles, mais là, on nous a vraiment laissé champ libre à toutes les thématiques possibles. Donc, on parle de choses qui parfois peuvent être compliquées à aborder dans certains pays, dans certaines classes et tout, mais on s'est dit, allez, c'est un niveau avancé, on y va, il faut être Et si capable ça de plaît pas, parler ça de plaît tout. pas. Hein. Y a pas Ouais, de- voilà. Le Les manuel profs parfait sont libres n'existe après. pas, je pense. Hein. C'est ça, en général, les profs après sont libres de se dire, bon, bah, cette unité-là, je suis pas très à l'aise avec le sujet, avec ce document, je vais le remplacer par un autre en suivant les mêmes objectifs pédagogiques parce que pour la progression, etc., on est libre. Enfin, à moins d'être dans une institution hyper pénible qui dit, il faut faire absolument tous les exercices de toutes les pages. Bon, dans ce cas-là, changer d'école, ça va pas. C'est encore mieux. Ouais. Mais tu vois, je pensais que le métier de conceptrice, c'était plus ponctuel et tout ça. Mais en fait, tu as parlé d'un travail de plusieurs mois. Donc, par rapport aux formations qui durent peut-être 15 heures et tout ça, c'est pas plus ponctuel que être Non, non, formatrice. moi je fais vraiment les deux, enfin pas à temps plein, ça veut rien dire, mais parce qu'on organise notre travail un peu de manière variable, mais c'est vraiment les deux facettes de mon travail. En ce moment, je suis en train de participer à un nouveau manuel et en même temps, je fais plein de formations. Clairement, le matin, je travaille sur les manuels, l'après-midi, je prépare mes formations, donc c'est vraiment les deux en même temps, quoi. Enfin, et effectivement, faire un manuel, ça prend des mois. En gros, ça prend 1 an. Entre le travail des auteurs, la révision, la mise en page, demander les droits, etc., publier, imprimer, en fait, ça va pas, faut le réimprimer. Voilà. Entre le moment où on commence à réfléchir et le moment où il sort, c'est 1 an, voire plus. Donc oui, oui, c'est du temps. Ok. Et justement, on va faire le lien avec le sujet qui nous amène à enregistrer cette vidéo. Est-ce que tu crois qu'un manuel de FLE devrait être écrit en écriture inclusive? Alors, c'est une vaste question. En fait, déjà, rien que de poser cette question, qu'est-ce que c'est l'écriture inclusive? Voilà. Mhm. Parce que la première chose à laquelle on pense, à cause de tous les débats et de tous les, j'allais dire les rageux, mais toutes les personnes qui sont contre, ils disent que c'est nul l'écriture inclusive. Souvent, ils disent que c'est nul parce qu'en fait, on a tendance à réduire l'écriture inclusive juste à cette histoire de point médian où on met le mot au masculin singulier, point E, point S, etc. quand c'est pas plus compliqué. Et du coup, ça fait quelque chose de rapidement compliqué à lire, donc assez compliqué pour nos apprenants, c'est clair, pour tous les profs qui maîtrisent pas tout ça. Et ça ferait un manuel très rapidement assez illisible. Mais l'écriture inclusive, c'est vraiment pas que ça, en fait. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse depuis pas très longtemps, parce que je connaissais pas, en fait, le concept, tout simplement. Mais disons, depuis au moins 1 an, je lis beaucoup de choses là-dessus. Je suis pas mal de comptes Instagram, de blogs, enfin pas de blogs, ça n'existe plus des blogs, mais enfin si ça existe, mais je ne suis pas de blogs, je suis plutôt des newsletters. En fait, c'est plutôt des newsletters qui m'informent, et souvent c'est des personnes qui tiennent des blogs, mais je lis plutôt la newsletter, qui en général m'amène à un article de blog. Pour dire tout ça que l'écriture inclusive, c'est vraiment pas que ça. C'est un peu comme cette histoire de point médian, c'est un peu le dernier recours si on n'a pas trouvé une autre solution, en fait. Et du coup, il y a plutôt des... Oui, pardon, vas-y. Est-ce que tu es pour ou contre justement ce point médian? Parce que ça devient vite illisible, comme tu dis. Bah, en fait, je suis pour si on n'a pas trouvé d'autres solutions, parce que ça permet quand même d'inclure tout le monde. Mais il faut vraiment que ça soit le dernier recours, parce que sinon, je trouve que c'est très compliqué. On sait pas forcément trop comment le prononcer, on sait pas comment je trouve ça vraiment compliqué, alors que finalement, il y a plein d'autres moyens d'essayer d'inclure tout le monde. Surtout si c'est compliqué pour nous, imagine pour une personne dyslexique. Ouais. Ah oui, et pour Ça, une personne dyslexique, pour une personne qui apprend la langue et qui se dit, mais c'est quoi tous ces lettres qui rajoutent au bout? et Oui. après c'est un truc. Bon, je sais pas si je vais lancer une polémique ou pas, mais le point médian, pour moi, n'est pas forcément inclusif. Ah.
Parce Pourquoi que tu dis c'est ça? comme s'ils séparaient encore, tu vois, les 2 genres. Alors que peut-être la parenthèse, même si je sais que je crois qu'Eliane Viennot est contre la parenthèse, j'avais entendu ça quelque part. Moi, je suis plutôt pour la parenthèse parce que je trouve que c'est comme une inclusion, tu vois? Enfin, je sais pas. Ouais, c'est vrai, je vois ce que tu veux dire. J'y avais pas pensé, en fait. Mais oui, oui, c'est clair qu'il y a oui, c'est vrai, tu as raison, cette histoire de points, ça sépare, en fait, encore plus les gens. Après, souvent, alors, parenthèse ou point médian, peu importe, souvent, cette manière d'ajouter, en fait, des lettres, optionnelles, si on pour c'est un Mmh. peu ça, en fait, ça permet d'inclure tout le monde, même les personnes qui se considèrent comme non binaires. En fait, c'est ça, en fait, qui est Ouais. pas forcément évident aussi, c'est si vraiment on veut inclure tout le monde, donc tous les genres et toutes les personnes qui ne se définissent pas justement en genre, c'est là en fait, c'est la seule option. Ou alors, il faut Je dire les personnes. et je pense qu'une langue comme l'espagnol serait plus facile à être inclusive, en fait. Parce qu'en espagnol, le A, le O et là, ils essayent de mettre, ben, le E justement Ouais. pour, être inclusif, quoi. Ouais, alors tout dépend comment c'est perçu, parce que est-ce que le E, ça veut dire tous les genres, ou est-ce que ça veut dire que les personnes non Normalement, ça serait binaires? tous Ouais. les genres, enfin tout quoi, inclusif Oui, quoi, j'imagine aussi, mais il faut se mettre bien d'accord, quoi. ouais. C'est Oui ça voilà. qui est pas évident dans notre société. Mmh. C'est Donc vrai. écrire un manuel en une écriture inclusive, oui carrément, il faut essayer d'y penser au maximum, mais en évitant le plus possible ces histoires de points médians, de parenthèses, de lettres à choisir, parce que c'est vraiment très compliqué. Il y a plein d'autres possibilités, il y a plein de mots épicènes. J'ai redécouvert le sens du mot épicène depuis quelques mois où je suis beaucoup de choses comme ça. Donc un mot Mmh. qui n'a qui convient à tous les genres en fait, et plein de périphrases qu'on peut utiliser pour décrire des personnes. Et ça, c'est intéressant, en fait. Parce qu'en plus, ça Mmh. enrichit le vocabulaire de nos apprenants, je trouve. Oui. Par exemple, quand au lieu de dire, je sais pas, je pense à l'audience par exemple sur Instagram, quand il y a des personnes qui font des profs qui font, des lives, ils parlent d'audience ou de choses comme ça. Bon, c'est un peu Mm. bizarre peut-être sur Instagram, mais bon, pourquoi pas? Ouais, mais ben, moi, justement, hier ou ce matin, je sais plus, j'ai vu un truc par rapport à dire les participants à une formation. C'est ce que les institutions Ah. utilisent toujours dans toutes les conventions, dans tous les contrats, etc. qu'on fait, les participants. Et j'avais jamais trop trouvé une manière de faire, bah, tout simplement les personnes formées, en fait. Les personnes, bah, dans ce contexte-là, c'est clair, en fait. C'est parce Et qu'ils sont pas élèves, ils sont non, pas, ils sont pas tous étudiants. profs non plus, ils sont pas, voilà. Donc, les Ouais. personnes formées, les personnes qui suivent la formation. Alors, c'est sûr, c'est plus long que de dire les participants. Mais au moins, il n'y a pas de, voilà, tout le monde est dedans. Tout le monde est inclus, Mm. ouais. C'est juste prendre des nouveaux réflexes et essayer de s'y tenir. Mais c'est pas facile, hein. D'ailleurs, une des newsletters que je suis beaucoup, qui est aussi un compte Instagram, je peux donner son nom, parce que ça va intéresser, je pense, tous les profs. Ça s'appelle Communication Inclusive, son Mmh. compte Instagram. Et elle envoie tous les mois une newsletter pour faire part souvent de ses réflexions, en fait. Parce que donc elle est, c'est son métier, en fait. Elle aide des entreprises à organiser leur communication pour qu'elle soit inclusive, donc leur site web, toute leur communication. Donc c'est hyper intéressant. Et justement, elle disait qu'elle-même se pose plein de questions, parce que comme il n'y a rien d'établi tout à fait officiellement, là, elle faisait des réflexions sur, OK, comment on passe ça à l'oral, hein, ensuite. Ouais. Parce que quand on parle, on peut moins réfléchir exactement à tout ce qu'on dit. Enfin, bon, ce serait bien de On réfléchir à ce essaie qu'on d'aller dit, le mais plus vite possible voilà, c'est justement. ça. Mmh. Donc on peut pas forcément se relire ou se corriger. Donc elle essayait de donner un peu des trucs et astuces et elle disait qu'elle-même, plein de moments, se rend compte que ah mince, j'ai dit le mot au masculin parce que bah, c'est l'habitude en fait. Oui, mais il Oui, faut non si mais on doit s'arrêter tout le temps à ça mm. aussi, Tout à fait, sinon justement, c'était très intéressant parce que c'était pas du tout culpabilisant, c'était plutôt, bah, essayons d'être un peu, de s'écouter quand on parle pour voir à quel moment on pourrait essayer de prendre d'autres habitudes pour avoir la communication la plus inclusive possible. Et inclusif, encore une fois, c'est pas simplement de mettre les mots au féminin, en fait, c'est inclure tous les gens. Ça peut passer dans les images aussi. mmh. Justement, on parlait de manuel, comment on illustre. Des fois, il faut mettre des petits bonhommes, il faut mettre des petits. Bah, essayons de mettre des bonhommes qui ont toutes les formes, toutes les couleurs, toutes les tailles, tous les âges, Mmh. pour que tout le monde se reconnaisse dedans. Mais la langue française, enfin, c'est peut-être pas re je crois que c'est pas reconnu par l'Académie française, mais dans le Robert, il y a eu l'apparition du pronom iel, donc c'est quand même une Mm. avancée déjà dans la langue française. Ouais, et tu as vu les débats que ça a fait?
Enfin, c'était fou, en fait, j'ai eu l'impression, après, parce que nous, on baigne dans ce monde de la langue française, etc., mais j'ai l'impression qu'on a parlé que de ça pendant des mois et des mois et des mois, alors que Mais c'est c'est les juste un Français, en pronom à fait, ajouter. Oui, hein. Quand il y a quelque chose de nouveau, on n'aime pas. ça c'est vrai. Mais c'est fou quand même de se dire, mais on peut pas juste se dire, ok, bah maintenant il y a 3 pronoms. Il y a il, il y a elle, et quand on veut inclure tout le monde, ou quand on veut parler d'une personne qui ne s'est pas définie clairement, enfin, voilà, qui décide de ne pas se définir, bah il y a elle aussi. C'est quand même pas mal. Bon, après, ça pose plein de questions. Comment on conjugue, comment on... Ah Ouais, oui, il y a bon, plein de ça, choses mais à... ça, c'est encore quelque chose qu'il C'est faut les étapes suivantes. Ouais. Voilà. C'est une évolution, en fait, qui va se faire, peut-être. Et Mais là, on du va coup, pour encore nous, râler, parce que les Français, on est très râleurs. On va se dire, mais c'est quoi Mm. cette langue française? Ouais, et puis pour nous, en tant que prof de FLE, qu'est-ce qu'on enseigne à nos étudiants? Est-ce Voilà. qu'on enseigne le YEL? Ok, mais alors ils vont forcément demander, mais du coup, je le conjugue comment? Et on n'a pas forcément la réponse, et ça pose plein de questions, en fait. Mais c'est intéressant que ça soit rentré dans le dictionnaire pour se forcer à se poser les questions, en fait, je trouve. Alors, la conjugaison, ce serait plutôt pour bien, le passé composé, je pense. Un truc comme ça, Oui, les c'est ça. accords. Je disais conjugaison, c'était plutôt les accords en général, en Ouais. fait. Si on met un Parce qu'au présent, il n'y a adjectif, pas de problème. À non, l'imparfait, ouais, il n'y a pas ça de problème. va. C'est vrai, mais Plutôt les avec les accords pour les adjectifs et les ouais. participes. Ouais. Qu'est-ce que Mettre tu le fais point du coup? médian. Ou... Bon. Mais du coup, ça complique tout. Voilà. On Ouais, revient ça... à notre... Il faudrait tout réinventer, en fait. Tout réinventer la langue française pour Mm. qu'elle soit plus inclusive. Mais c'est pour ça que je trouve que essayer de juste tourner les phrases différemment pour essayer d'inclure au maximum quand on s'adresse à une audience, quand on s'adresse à un groupe de personnes, essayer au maximum d'inclure tout le monde Et en en utilisant plus, il y des a un termes. avantage. Si les élèves veulent être inclusifs dans une rédaction, ça leur permettra d'écrire plus de mots. Ils n'auront pas donc de problème pour remplir tous les mots. 250 mots maximum. J'arrive qu'à 200. Comment je Mais fais? oui, Par et Minecraft. ça simplifie plein de trucs au niveau des accords. C'est ça, en fait, que je pense qu'il y Ouais. a aussi un... Parce que du coup, tout va être... Euh, bah, je sais pas, ou au féminin ou au masculin, en fonction, si on utilise une personne, enfin un groupe de personnes, bon bah c'est féminin, etc., parce que c'est une personne. Mhm. Mais je pense que finalement, c'est presque plus simple pour eux que d'écrire avec les points. Et donc, il faut penser à toutes les variations si on veut mettre des points médians. Ah oui, donc là, c'est E, ensuite deux L, E, S. Ah non, ici, c'est un X. Enfin, ça peut être hyper compliqué pour eux, en fait. Alors que si on essaye de tourner la phrase différemment pour inclure tout le monde, en général, ça va être du singulier. Enfin, bon, il n'y a pas de en général, ça dépend de la phrase, mais je pense que c'est quand même plus simple au final, si on a trouvé la bonne formule. Je Ok. sais pas, hein, tout ça c'est un peu expérimental encore en réflexion, en construction, mais On verra dans quelques années aussi ouais. l'évolution. Mais comment être prof et inclusif? En classe, tu veux dire, enfin pendant le Ouais. cours. Comment enseigner le français et être inclusif? Alors, je- à C'est mon avis, compliqué. ouais, c'est pas simple, faut faire une démarche consciente et volontaire Mm. pour le faire, parce que si on se laisse porter par ce qu'on a toujours entendu et ce qu'on a toujours fait, on peut pas être 100% inclusif. De toute façon, on peut pas, enfin, c'est compliqué d'être 100% inclusif parce que, comme on disait, il faut changer tellement d'habitudes qui sont ancrées à dire tout au masculin. Enfin, c'est une petite anecdote, mais moi, quand je fais des formations, la majorité du public, des personnes formées, sont des femmes. Ouais. Toujours. Il y a quand même Mhm. beaucoup plus de profs femmes que d'hommes. Donc en général, je commence à m'adresser au féminin, et quand il y a un homme, j'y arrive moins. Alors que s'il y a une majorité d'hommes et une ou deux femmes, je vais pas du tout hésiter, je vais m'adresser à tout le monde au masculin, en fait. Donc Mhm. moi-même, je suis pas du tout inclusive, en fait. Mhm. Enfin, je veux dire, dans le réflexe premier, il faut que je prenne conscience et que je me force à changer mon langage pour parler. Alors, au féminin, c'est pas forcément. Du coup, c'est pas forcément une solution de parler au féminin sans inclure le monsieur, qui est tout seul parmi Il y en 50 a personnes. qui, je connais une amie qui, enfin, c'est ici en Espagne, mais dans son groupe, dans un groupe d'amis qu'elle a, il y a aussi, bah, il y a beaucoup de femmes, mais il y a très peu d'hommes. Donc, ce qu'ils font, c'est parler au féminin. Et Mm. les hommes, ça ne les dérange pas, en fait, Ouais, d'être inclus dans ce groupe féminin, en fait, et parler au féminin. bah, moi, je trouve ça très bien parce qu'après tout, le masculin l'emporte. Non, la majorité l'emporte. Mais est-ce que du coup, on peut pas trouver une autre manière de faire en sorte que personne ne soit exclu? Parce que finalement, on change une exclusion par une autre. Enfin, on remplace une exclusion par une autre. Donc, Justement, tu viens de le dire, le problème aussi, quand on apprend le français, même en étant natif, à l'école, on dit le masculin l'emporte sur le féminin. mm. Déjà, ça, il faudrait le changer, je pense. Ah bah clairement. Parce que là, c'est vraiment machiste, quoi. Enfin,
Bah oui, oui, puis après, forcément, enfin, moi je me rappelle très bien que quand on était en primaire, le jour où notre prof, notre maîtresse nous a dit ça, tous les garçons ont fait: Ah, tu vois, je t'avais dit, on est plus fort. Enfin, ça a beau être une règle juste de grammaire, ça a un impact très fort, en fait, après, sur notre vie, quoi. Enfin, le Ah masculin oui, non, emporte sur le féminin. Ça veut dire quoi, cette phrase, quoi? C'est quand même hyper fort. bah oui. Donc, quand on enseigne la grammaire, comment on fait pour changer ça? Moi, Faut trouver, j'ai faut plus trouver d'élèves en ce notre moment, phrase. mais c'est ça, Faut j'aurais trou- envie d'essayer de dire, bah, la majorité l'emporte, le genre majoritaire l'emporte. Mais est-ce que ça, c'est pas considéré après comme une erreur? Ça dépend qui va corriger. Je pense à ceux qui passent le DELF, par exemple, qui vont pas être forcément corrigés par nous qui leur avons enseigné. Est-ce que tous les Aussi, correcteurs du DELF vont accepter, vont pas considérer ça comme une erreur s'ils ont mis du féminin alors que c'était le maximum? Enfin, bref, ça pose plein de questions auxquelles on n'a pas encore les réponses, mais je trouve que c'est hyper intéressant de se poser la question, en fait. mhm, Et de partager nos questions avec les élèves. mhm. Surtout, toi qui enseignes en Espagne, je pense que c'est un sujet qui est aussi vivace là-bas. Donc, Bon, j'ai pas beaucoup d'Espagnols cette année. ah ouais, Ah oui. ok. Et j'ai des Brésiliens, voilà, j'ai d'autres nationalités, des Italiens, etc. Mais est-ce que la question se pose pas un peu dans toutes les langues latines, qui sont justement très genrées, enfin tous les noms sont masculins ou féminins, etc. Donc ça Si, pose mais beaucoup de même on questions. l'entend maintenant au gouvernement espagnol, il y a des ministres qui disent, ben voilà, enfin, ce sera chicos, chicas et chiques, par exemple. Mm. Enfin, des trucs comme ça, quoi, tu vois, pour être plus inclusif. Ou Ouais. dire seulement le mot avec le E. Ouais, c'est Donc, ça. Et c'est des habitudes, mais plus ça passera dans les médias, et plus justement des personnes comme ça qui ont une autorité l'utiliseront. Alors ça fera toujours râler ceux qui veulent râler, mais il y aura toujours des gens qui râleront, dans tous les on cas ne peut pour pas plaire tout. à tout le monde, de toute façon. Voilà. Mais je trouve que c'est quand même quelque chose de chouette d'essayer d'inclure tout le monde dans sa communication, dans son enseignement. Quand on parle, en fait, on s'adresse pas juste à... Enfin, moi, je pense à mon groupe de profs. Je m'adresse pas juste au monsieur. Il est tout seul avec 30 dames. Donc non, je m'adresse à tout le monde. Mais en même temps, je m'adresse pas que aux dames non plus. Donc, mais c'est pas forcément... J'ai pas trouvé toujours les solutions, Ou alors se mais mettre d'accord au début de la formation. bah, souvent, je le fais. Hmm. Je dis souvent, bon, alors on est vraiment une majorité de femmes, donc je pense que je vais naturellement parler au féminin. Si ça dérange quelqu'un ou quoi, qu'il se manifeste, parce qu'en général, c'est. Et il y en a, j'ai déjà eu une fois un monsieur qui. Bon, c'était dans un pays très patriarcal, bien ancré dans plein de. Voilà. Mais quand il a réagi comme ça, je fais: Ah, bon, ok, bah, bon. J'ai pas trop su Bon, comment bah, réagir. Je voilà m'attendais quoi. tellement pas, j'étais bon, bah du coup je vais parler au masculin, mais c'est bizarre parce que donc je vais essayer d'inclure tout le monde. Et là du coup je faisais toutes mes phrases au masculin et au féminin. Enfin, c'était n'importe quoi parce que j'avais pas du tout les bons réflexes. On n'a pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est à nous aussi d'apprendre à trouver les bonnes formules. Et surtout, comme tu viens de le souligner, ça dépend à quel public on enseigne, dans quel Mm. pays on enseigne. Ouais. En Europe, c'est peut-être plus facile justement d'être plus inclusif ou d'essayer d'être plus inclusif que dans un pays patriarcal, comme tu viens de le mentionner. Ouais, après, je trouve que c'est aussi notre rôle d'ouvrir un peu les questions, C'est enfin de poser un peu les questions. Après, on marche sur des œufs, on voit où on va, etc. Mais en tout cas, voilà, si on apprend le français avec une professeure native française, faut savoir qu'elle, dans son quotidien, elle se pose toutes ces questions. Enfin, je parle de nous, quoi. On se pose toutes ces questions, donc on peut le partager avec nos élèves, je trouve. Après, ils ont leur opinion, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que souvent on se retrouve avec des gens qui, oh, on n'a pas du tout les mêmes opinions, comment va-t-on faire? Euh, Mais c'est intéressant. Quand c'est des personnes un peu ouvertes au dialogue, qui vont pas, notre objectif, c'est pas forcément de les convaincre, mais si en tout cas on peut discuter et que chacun expose son point de vue, je trouve que c'est intéressant de leur avoir apporté ce questionnement que peut-être ils avaient jamais même effleuré. Ouais, C'est donc, pour ça que moi j'aime bien parler de ce sujet en classe avec mes élèves, l'écriture inclusive ou des choses plus modernes, quoi, comme le genre, l'homosexualité. Bon, ça, c'est autre chose aussi, hein. Mais pour qu'ils sachent que c'est quelque chose de normal dans notre pays et que, enfin voilà, quoi, on peut débattre d'une manière calme, posée, intelligente. mm. Alors, n'écoutez surtout pas les médias français en ce moment, parce que personne ne sait débattre d'une manière calme, posée et intelligente en ce moment. C'est compliqué. Mais si nous, on y arrive, c'est pas mal.
Ouais, Enfin, c'est pas mal, oui, c'est vrai. mm. Alors, quel conseil tu pourrais donner aux profs de FLE pour être plus inclusif? En fait, moi, j'essaye toujours, quand j'essaye de réfléchir à cette question, j'essaye toujours de partir du principe que quand on s'exprime de manière, on va dire, traditionnelle, sans avoir Mhm. réfléchi à cette question, on s'adresse en général à ce qu'on appelle, enfin, il y a un acronyme que je trouve est très pratique parce que, enfin, en tout cas, moi, je m'en rappelle comme ça. C'est le HSBC. HSBC. C'est le nom Mhm. d'une banque. C'est pour ça qu'on s'en rappelle. Et en Ah, c'est fait, pas mal, tiens. voilà. Et en fait, ça veut dire homme, donc masculin. Mhm. Après, c'est un mot anglais, straight, mais pour dire hétéro. Mhm. B, c'est blanc. Et C, c'est cisgenre, donc qui a son genre de naissance, etc. Ça, c'est en fait, quand on parle de manière traditionnelle, on s'adresse à cette personne-là. Donc un homme blanc, hétérosexuel, cisgenre. Donc l'objectif, c'est d'essayer d'inclure les autres. Donc homme, bon bah femme et tous les autres genres qui se qui s'affirment, je sais pas comment on peut dire, qui se déclarent. Hétéro, bon bah toutes les autres orientations sexuelles. Blanc, bon bah toutes les autres couleurs de peau et toutes les personnes racisées, c'est comme ça qu'on dit maintenant. Et Ça peut être cisgenre, aussi bah, un sujet polémique, oui, racisé. oui, c'est clair. Mais bon, c'est comme ça que qu'on dit Oui. maintenant. Voilà. Donc voilà, et cisgenre, bah tous les autres genres, etc. Donc en fait, c'est un peu, on n'est pas obligé de se faire la liste à chaque fois, mais c'est un peu penser à ça. Ok, je m'adresse pas que à cet homme HSBC, comme on dit. J'essaye d'inclure toutes les autres personnes. Et en fait, le fait de penser à ça, je trouve que ça, déjà, ça ouvre un peu l'esprit. Bon là, c'est très centré sur le genre et en fait, c'est ne pas s'adresser qu'aux personnes qui ont des privilèges et sociaux et d'apparence. Donc après, ça englobe aussi plus de choses. C'est pas s'adresser qu'à des personnes, comment on dit, minces, longilines, filiformes, mais inclure aussi, alors je pense là plutôt d'un point de vue visuel, comme je disais tout à l'heure, des personnes de toutes les formes, de toutes les tailles, de toutes les couleurs, etc. Essayer de penser aussi à tous les types d'élèves qu'on peut avoir au niveau de leur, comment dire ça, leur manière d'apprendre, leur manière de comprendre, de percevoir. Tu parlais des Religion aussi, dyslexiques aussi tout à l'heure. Oui, il y a encore les religions après, mais je pensais là par exemple aux personnes dyslexiques, aux personnes qui peuvent avoir des troubles de l'attention. Bon, c'est essayer d'avoir un peu tous ces paramètres en tête, toute cette variété, tout cet éventail de personnes qui forment la société en fait. Alors on peut pas à chaque fois faire une liste, tu vois, mais essayer de penser, ok, on veut pas juste cet homme blanc hétéro qui existe aussi, on va pas l'exclure, c'est pas le oui. but. Mais c'est d'inclure aussi tous les autres en fait. C'est un peu le truc mémotechnique, je trouve, hein, auquel moi j'essaye de penser. Justement, en ce moment, on est en train d'écrire un nouveau manuel. À chaque fois, quand j'écris des consignes d'activité ou quand j'essaye de, là, par exemple, on doit écrire des documents, enfin, écrire la transcription de futurs documents audio. J'essaye toujours dans les prénoms, dans les exemples, de montrer différentes choses, en fait. C'est forcer les choses, mais pour qu'à la fin, tout le monde se reconnaisse un peu dans ces exemples, etc. Et donc, du coup, pardon, ça m'amène à un dernier point, mais je trouve que pour les profs, il faut essayer de penser à multiplier justement, les exemples, enfin, non, c'est un peu bête ce que je dis, les exemples dans les exemples, mais quand on donne un exemple de phrase, on n'est pas obligé d'écrire Marie et Julien vont au marché. Enfin, tu vois, on peut montrer plein d'autres prénoms qui existent dans la société française. Mon voisin s'appelle Nassim, celui d'à côté il s'appelle Saïd, il y a Malika, et il y a aussi Géraldine et Catherine. Enfin, il y a plein de prénoms. On n'est pas obligé de prendre des prénoms franco-français traditionnels. On n'est pas obligé d'écrire Marie et Julien, on peut aussi écrire Marie et Céline, par exemple, vont au marché. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est aussi forcer un peu et introduire par nos exemples, par nos documents, et même dans des règles de grammaire, quand on vraiment les phrases d'exemples qu'on peut donner. Certains tilteront pas du tout, mais bah, Céline vont au marché, bon bah c'est bien, elles sont voisines, elles sont potes, elles sont colocs, c'est la mère et la sœur. Ou ça se trouve c'est un couple et enfin, tu vois, c'est Ça, un peu chacun pense forcer ce qu'il veut, voilà. quoi. Mais c'est pas Marie et Julien où là, bah forcément c'est un couple. Alors que ça se trouve pas du Ah tout, oui. mais tu vois ce que je veux dire. Ils sont frères et sœurs aussi, hein, ou Oui, oui, copains, il y a ça. plein de Ah, voilà. possibilités. J'ai l'impression qu'on y pensera. Enfin voilà, essayer de varier un peu les exemples dans tout ce qu'on fait, justement, parce qu'on utilise la langue pour plein de choses, donc essayer de montrer plein de possibilités différentes. Tu vois, je viens de penser à une question. Est-ce que ce serait plus facile d'être inclusif avec les adultes ou avec les adolescents? Je pense que ça dépend vraiment de leur nationalité d'origine, leur
culture d'origine, j'ai envie de dire. Parce qu'en Espagne, par exemple, clairement, je pense qu'ils ont déjà réfléchi, enfin, ça dépend des endroits, etc. Mais en ville, des adolescents espagnols qui vivent dans une grande ville, c'est sûr, ils en parlent en classe, ils ont réfléchi à ça. Dans beaucoup d'établissements scolaires, il y a des adolescents trans, en fait. Donc ça amène plein de questions. Donc j'aurais l'impression que les ados sont plus à même, parce que c'est un peu plus leur quotidien, peut-être, qu'avec les adultes. Et ils ont peut-être pas encore ancré des habitudes trop traditionnelles, hein. Je sais pas quel autre mot utiliser. Peut-être, Ouais. hein, je sais pas trop. Mais Donc c'est toujours une question de public en fait, de ouais. pays et tout ça. De culture, je pense, la culture de base, et de caractère, d'ouverture d'esprit, quoi. Pas de caractère, d'ouverture d'esprit et de niveau de tolérance, parce que il peut y avoir aussi des ados hyper radicaux, complètement fermés à cette... Et ça, c'est les parents, quoi. C'est Oui. l'éducation. Mm. On peut Sans rien y doute, faire, quoi. Enfin, on peut Alors, on peut essayer. essayer d'ajouter notre petit grain de sable et de dire, Voilà. t'es sûr que tu veux pas changer un peu? Et l'éducation parentale est quand même beaucoup plus forte, hein. Mm. Ah bah oui, nous on les Enfin, voit que quelques l'éducation heures. aussi à l'école est importante. Ça peut avoir son poids aussi dans la formation de la personnalité de l'élève, mais bon, les parents Ouais, quand mais même. s'il y a qu'un prof sur toute l'équipe pédagogique qui suit l'enfant, qui ajoute ce petit grain de sel, etc., et que tous les autres restent dans ce qui est plus traditionnel, pas sûr que ça fasse une grosse différence. Si toute l'équipe enseignante, tout le collège, tout le lycée est dans cette mouvance, etc., là oui, parce qu'on passe quand même beaucoup d'heures quand on est ado à l'école. Donc, je pense que ça va forcément un peu... Après, ça peut être justement faire un rejet et dire ils sont complètement fous, mes profs. Enfin, Bon, mais je je parle d'ados, pense mais pas. on va dire aussi les enfants, parce que ça s'apprend dès le plus jeune âge. Je pense que pour les enfants, c'est beaucoup plus naturel, en fait. Il y a plein d'enfants qui, en fait, enfin, je sais pas, quand ils voient pour la première fois un couple homosexuel, se posent pas de questions. Ils disent, ah bah oui, c'est l'amoureuse de ma fille. Oui, Oui, c'est bah, tout. en fait, c'est normal. Bon, bah, voilà. Et c'est les parents qui après leur disent, mais tu sais, bon, bah là, elles sont amoureuses, mais c'est pas toujours comme ça. Et du coup, là, ils se disent, ah ok, donc en fait, c'est pas normal. Et donc là, ça redéveloppe. Enfin, c'est les adultes qui viennent casser un peu cette innocence d'enfant qui, normalement, permet d'être ouvert. Ah, c'est vrai. J'ai l'impression, hein, après, c'est dans les enfants que je côtoie un peu à droite à gauche. Mais... Côtoie d'autres enfants. Oui, c'est ça, faut que j'ouvre un peu mon champ. Ok. Et quel serait le mot de la fin? Quel dernier conseil ou autre tu voudrais partager? Allez Une voir question. ce compte Instagram Communication Inclusive, parce qu'elle n'est pas du tout prof de FLE, je sais plus quel est son prénom, je la connais pas personnellement, mais vraiment je trouve qu'elle donne plein de trucs et astuces hyper intéressants qui font réfléchir justement à l'utilisation de la langue. Je la connais pas, hein, j'ai rien à gagner à vous inciter à aller voir son blog, mais Tu ne sais pas sponsorisé, rien, t'as non, pas de non, collaboration j'ai là? Non. pas de code promo, de toute façon, elle a rien à vendre. Enfin, je veux dire, c'est pas ça. Nous, en tant que prof de flux, je suis pas sûre que ce qu'elle vend nous intéresse. Mais c'est hyper intéressant parce en tout cas, moi, elle me fait réfléchir à plein de choses et elle donne dans sa newsletter aussi plein de conseils de lecture ou de séries à regarder, de documentaires, de podcasts à écouter qui peuvent vraiment enrichir notre réflexion à ce sujet-là, je trouve. Enfin, moi, c'est un peu en ce moment, ma base de lecture. Je lis sa newsletter et ensuite, du coup, je vais voir ce qu'elle propose et ça m'amène à plein de choses. Mais je trouve que J'irai c'est jeter un coup d'œil parce que j'ai l'impression qu'en plus, elle a l'air de déculpabiliser un petit peu ouais, quand c'est ça qui est intéressant parce qu'elle-même, qui est spécialiste, dit souvent, fait part de ses erreurs ou de ses questionnements et du fait qu'elle n'a pas toutes les réponses, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Et un autre conseil, une personne que, ah bah d'ailleurs j'ai le livre juste là. Hop, je suis en train d'essayer de le lire, mais j'ai moins de temps maintenant. C'est ça. Le Maria. français est à nous. Ah, ok. Mhm. Laëlia Véron, alors la première je connais pas trop, mais Laëlia Véron, elle participe elle a des chroniques, elle a un podcast et elle fait des chroniques aussi sur France Inter, dans lesquelles elle explique beaucoup de justement de la manière d'utiliser le français. Une vidéo sur YouTube de Laïla Véron. C'est très intéressant ce qu'elle fait. Bon, j'avance pas beaucoup dans ma lecture, mais ça va venir. C'est hyper intéressant. Ouais, vraiment ça peut être deux petits conseils de lecture pour aller plus loin dans la réflexion. Et aussi déculpabiliser, quoi. Essayer, Oui, mais déculpabiliser. Ouais, exactement. Mais se poser des questions, quoi. Voilà. On n'a pas de réponse, mais on peut se poser des questions. En fait. Oui, ça. on aura les réponses si on les a, dans quelques années peut-être, je sais pas. Ouais, on verra bien. Le futur nous le dira si on est encore là. Mais bon, faut pas être pessimiste. Non, soyons un peu positifs. Ok. Ben, merci beaucoup Amandine d'avoir... merci à toi. De rien, et à la prochaine. Ouais, c'est très intéressant de réfléchir à tout ça.
Super intéressant. Merci beaucoup. À Au bientôt, revoir. au revoir.